Un nouveau nom à la tête du conseil municipal et départemental de Pointe-Noire, Jean-François Kando, a été choisi par ses pairs. L'association de soutien aux orphelins du Congo a soufflé sur sa 6e bougie. Et dans ce journal, nous reviendrons aussi sur le deuil qui frappe le groupe d'RTV à travers le décès inopiné et tragique de Séverin Wilfried Nzouzi, opérateur de prise des vues. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir choisis pour vous informer. C'est votre journal de la semaine. Ceux qui y passent constatent des travaux. Le rond-point de la République, anciennement rond-point Lumumba, présentera sous peu un nouveau visage. L'œuvre est à mettre à l'actif du bureau sortant du conseil municipal et départemental qui, dans ces dernières années, s'est lancé dans une vision de modernité de la ville. Jean-Pierre Février, reportage. Considéré pendant 2 décennies comme un lieu réservé aux méga-concerts et aux meetings politiques, l'ancien rond-point Lumumba, débaptisé rond-point de la République, va retrouver dans un présent immédiat son éclat touristique qui dépravait ce carrefour régulateur de 7 chemins. L'évolution de ces travaux nourrit les yeux des passants et véhicules en partance ou de retour du centre-ville. Derrière cette clôture de tôle s'élèvera un monument aux valeurs de la République et au symbolique de sa proclamation du 28 novembre 1958. Un monument qui surplombera les avenues Mouekat-Matou de la République et les périphéries du Grand Marché. Un ouvrage d'intérêt public au cœur du 1er arrondissement de Pointe-Noire qui sera aménagé à l'instar des ronds-points Raphaël Antonetti et Jean-Félix Chikaya. Une vision de modernité de la ville enclenchée par le conseil municipal sortant de la législature du 23 septembre 2014 au 24 août 2017, avec la volonté de réhabiliter ces carrefours urbains référentiels. Pour sa 6e année d'existence, l'association de soutien aux orphelins du Congo, ASOC, a marqué une halte le temps d'une soirée. Question de célébrer son existence, mais surtout de dresser un bilan sur les actions déjà menées sur le terrain et celles qui restent à projeter. L'association de soutien aux orphelins du Congo a soufflé sur ses 6 bougies. Cet anniversaire a donné lieu à une soirée organisée samedi 19 août 2017 dans un cadre télé de la place. L'instant a permis aux membres de la SOC de dresser le bilan de leurs actions menées sur le terrain. Actions focalisées autour de l'assistance en faveur des centres et orphelinats. Des structures regroupant en leur sein des enfants pour la plupart en situation sociale difficile. Intervenant en premier, le secrétaire général de la SOC s'est félicité des actes posés par son organisation. Dred Emerson Tikumbenzi a en outre loué le travail accompli par les différents encadreurs en poste dans les orphelinats. Quant au président de la SOC, Karil Sisto Obondoko Elangue, il a annoncé la construction d'un orphelinat dans l'optique de toujours encadrer les enfants. Pour rappel, la SOC a vu le jour le 29 janvier 2011 à Pointe-Noire. Ils étaient 224 candidats dans les starting blocks cette année pour le concours d'entrée au lycée d'excellence de Mbunda. Le concours qui s'est tenu le mardi passé au lycée Victor Augagneur a intéressé les élèves admis au CEP 2017, lesquels ont concouru sur les matières habituelles sous la supervision du directeur départemental de l'enseignement primaire et secondaire, Elliot Massamba. L'entrée au lycée d'excellence de Mbunda est lancée. Ceci en faveur du concours tenu mardi 22 août 2017 au lycée Victor Augagneur. Ce centre, l'unique au niveau du département de Pointe-Noire, a reçu 224 candidats, dont 104 filles. Prennent part au concours les élèves ayant obtenu de bonnes notes à la dernière session du CEP. Toutefois, les postulants à cette grande école ont affronté comme matière la dictée question, l'expression écrite, les maths et les questions de cours. Jean-Baptiste Sitou, en sa qualité de directeur départemental de l'enseignement primaire, secondaire, chargé de l'alphabétisation à Pointe-Noire, a supervisé le déroulement du concours.
lequel s'est passé sans incident, a déclaré l'inspecteur Emmanuel Ondier, chef du centre lycée Victor Augagneur. Entre-temps, quelques parents venus accompagner leurs enfants se tiennent loin des salles d'examen. Pour cette année, le quota des élèves devant rejoindre le lycée d'excellence de Mbunda est passé de 5 à 10 par département. Mesure faisant suite à l'ouverture d'un établissement similaire que celui de Mbunda à Oyo dès la rentrée scolaire 2017-2018. Mardi sombre pour 2 concitoyens grièvement blessés dans un accident de la route. Les faits se passent à Mongopuku où un véhicule de distribution de boissons a échoué dans un chantier. Et suivant la vindicte populaire des passants, une bonne partie de la cargaison a été pillée. Diane Fidelis Bonza, récit des faits. 2 blessés graves. Bilan de l'accident de circulation survenu à Mongopuku dans le 5e arrondissement de la ville de Pointe-Noire. Cette matinée du mardi 22 août 2017, à l'entrée du siège de la commune de l'arrondissement déjà cité, le climat n'est pas de gaieté. Ces images insoutenables sont celles de cet accident. Il s'est agi d'un véhicule de distribution de boissons de marque Toyota Dina immatriculé 225 FK6 ayant fini sa course dans un chantier en construction. Parmi les 2 blessés de cet accident, le tout dernier à être secouru s'est retrouvé coincé dans le véhicule. C'est grâce à la bravoure des riverains de bonne volonté qu'il a été libéré du véhicule. Malheureusement, ce blessé s'est vu amputer la jambe. Camion donc Ngoma commune lâché ba frein et ya tout droit donc bonza donc son maman papa moi Le camion revenait de la colline. Il a lâché les freins et a terminé sa course dans ce chantier. Un accident grave que les mots me manquent. Certains passagers sont grièvement blessés. Il y a un qui a perdu sa jambe. Je ne suis pas sûr s'ils vont survivre. Là, nous les jeunes du quartier, nous sommes en train de sécuriser le secteur pour ne pas que les voleurs en profitent. Les victimes ont été conduites à l'hôpital. 4 blessés, dont 2 graves. Je ne suis pas vraiment sûr s'ils vont survivre. J'ai aperçu ce véhicule qui roulait à vive allure et j'ai vu une portière s'ouvrir. Ils étaient 2 et le véhicule est venu finir sa course dans cette parcelle. D'après certains témoins, l'accident tire sa source d'un véhicule personnel que le chauffeur du véhicule accidenté aurait évité. Le chauffeur du camion de distribution de boissons voulait éviter l'accident avec un véhicule personnel. Malheureusement, les freins ont lâché et il est allé cogner le mur de cette maison en construction. Le choc a été fort du côté du chauffeur de bord, que celui-ci a perdu une partie de sa jambe. Le chauffeur n'a pas pris la clé des champs. C'est le chauffeur du véhicule personnel qui a provoqué cet accident. Que Dieu fasse que le chauffeur de bord ait la vie sauve. Le malheur des uns faisant le bonheur des autres, des profito-situationnistes se servaient la boisson pendant que les bons samaritains s'occupaient des blessés. Les 2 blessés ont rapidement été conduits à l'hôpital pour les soins d'urgence. L'humanité a célébré la 19e journée du souvenir de la traite des Noirs. Traite qui, comme vous le savez, a duré 4 siècles et soustrait du continent ses bras valides. On passe d'être reconnu comme crime contre l'humanité. Le souvenir, sinon que la traite elle-même, a été évoqué dans nos journaux de la semaine des Montez Mavungu. L'humanité a célébré le mercredi 23 août dernier, comme de coutume, la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. En rappel, c'est dans la nuit du 22 au 23 août 1791 qu'a commencé à Saint-Dominique, aujourd'hui Haïti et République dominicaine, l'insurrection qui devait jouer un rôle déterminant dans l'abolition de la traite négrière transatlantique. Cette journée vise à inscrire la tragédie de la traite négrière dans la mémoire de tous les peuples. Conformément aux objectifs du projet interculturel,
La route de l'esclavage doit être l'occasion d'une réflexion commune sur les causes historiques, les mentalités et les conséquences de cette tragédie ainsi que d'une analyse des interactions qu'elle a générées entre l'Afrique, l'Europe, les Amériques et les Caraïbes. À cette occasion, la directrice générale de l'UNESCO invite les ministres de la culture de tous les États membres à organiser des actions en associant l'ensemble des populations de leur pays et en particulier les jeunes, les éducateurs, les artistes, mais aussi les sportifs et les sociétés civiles. Les premières commémorations de la Journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition ont eu lieu dans plusieurs pays, notamment le 23 août 1998 à Haïti, et le 23 août 1999 à Gorée au Sénégal. Santé dans ce journal pour dire qu'une campagne gratuite de chirurgie de la fente labiale est en cours à l'hôpital de base de Tiétié. L'œuvre d'une compatriote chirurgienne, pédiatre et missionnaire médicale qui a pensé mettre à profit son savoir pour redonner espoir et surtout traiter les enfants et les parents victimes de cette maladie déformante. La maladie de la fente labiale, couramment appelée bec de lièvre, est souvent causée par une infection congénitale de la femme enceinte au regard de ses répercussions sur l'enfant né. Source de conflits familiaux et de séparation des couples gagnés par l'angoisse de la superstition des idéologies que l'on véhicule sur cette maladie classée incurable. Comme le bâton divin de Moïse, séparant les eaux de la mer Rouge, la chirurgie de la fente labiale devient une panacée capable de soulager ce désespoir social. Des techniques modernes sont mises à l'épreuve pour démystifier cette pandémie infantile et sénile. À l'actif des adeptes d'Hippocrate, la présence manifeste du professeur Martine Makanga, chirurgienne pédiatre, missionnaire médicale de Marie, œuvre à la concrétisation d'une action de santé communautaire, de vulgarisation et de guérison de la fente labiale par une chirurgie bénigne dont elle justifie les raisons de sa motivation. La fente labiale au bec de lièvre, c'est une malformation congénitale, c'est-à-dire qui se produit entre la 4e et la 7e semaine de grossesse. Et le fœtus se développe avec une malformation au niveau de la face. Cette malformation associe un développement qui est anormal, non seulement des cavités nasales, mais aussi un développement anormal au niveau de la cavité buccale. Qui dit cavité buccale dit aussi la bouche, la bouche et les lèvres. Voilà. Donc il y a une non-fermeture de la cavité buccale et des fosses nasales. Et ça peut être associé aussi à une non-fermeture du palais. Donc la population que nous ciblons, ce sont les nourrissons à partir de l'âge de 3 mois, au-delà, et les adultes. Donc je vais opérer les enfants à partir de l'âge de 3 mois, tous les enfants, et les adultes jusqu'à l'âge de 80 ans. Voilà, ils sont les bienvenus. Et cela va se passer à l'hôpital de base de Tiétié, donc du 24 au 30 août. Donc ça va être une campagne chirurgicale gratuite, je dis bien gratuite, des fentes labiales. Et les gens qui veulent, les patients qui ont des fentes labiales doivent venir à l'hôpital des Sœurs, au centre polio, se faire enregistrer. Donc à partir d'aujourd'hui, ils peuvent se faire enregistrer. L'hôpital tourne 24 heures sur 24, mais les opérations chirurgicales commenceront le 25 à l'hôpital de base de Tiétié. Donc le 25, vendredi 25, samedi 26, lundi 28, mardi 29, mercredi 30. Et après, ça sera au mois de décembre. Donc ils sont tous les bienvenus
Et l'opération est gratuite, ils auront aussi les médicaments gratuitement. Pour le moment, on se limite. Pour le moment, nous nous limitons à Pointe-Noire parce qu'en fait, je suis venue en vacances et à la fin de mes vacances, j'ai pensé qu'il faut rendre service à la population. Mais ultérieurement, je pense aussi dans le faire dans les autres régions, dans les autres départements, comme le département d'Olizy ou Nkayi. On verra plus tard ce qu'il faut faire. Mais je pense qu'au mois de décembre, on va voir si c'est possible d'opérer à Pointe-Noire et à Dolizy, si les autorités me le permettent. Mais là, le ministère de la Santé m'a donné l'autorisation d'opérer ici à Pointe-Noire. Le message que je peux adresser à notre population, je peux dire du Kouilou, de Pointe-Noire et même d'ailleurs, ils sont les bienvenus. S'ils voient qu'il y a des enfants ou des adultes qui ont des fentes labiales, qu'ils n'hésitent pas à venir, je suis prête à les opérer. Voilà, donc ils sont les bienvenus, qu'ils se fassent inscrire le plus tôt possible à partir d'aujourd'hui, donc à l'hôpital des Sœurs, au centre polio, et ils seront opérés donc à l'hôpital de base, le Tieti. Merci madame. Merci beaucoup. À sa deuxième édition dans le département de Pointe-Noire, Martine Makonga organise du 24 au 30 août à l'hôpital de base de Tchétché une campagne de chirurgie labiale avec la conviction de mettre en valeur son expertise gratuite au service des populations déshéritées. Une action salvatrice d'intérêt communautaire à expérimenter dans d'autres départements du Congo. Nous le disions en titre, Jean-François Kando présidera pendant 5 années aux destinées de la ville de Pointe-Noire. Cette décision émane de la volonté des conseillers municipaux qui l'ont élu lors du scrutin qu'il opposait au candidat du PCAP, Alex Ndinga. C'était le jeudi 24 août 2017. Voici les premières images de la nouvelle équipe du conseil municipal de Pointe-Noire. Une équipe de 5 membres conduite par Jean-François Kando, conseiller du PCT. Ici présenté par le ministre Gilbert Ondongo, venu représenter l'État, l'élection de ce bureau proposition de la majorité présidentielle n'a pas été une promenade de santé. La présentation impromptue d'une autre liste conduite par Alex Ndinga a mis une toute autre ambiance dans la salle, nouant quelques estomacs en passant. Il y a un de nos collègues conseillers qui a désisté. Nous avons refait une autre liste que l'on peut soumettre. Merci. Allant jusqu'à suspendre la séance pendant un moment, le bureau d'âge chargé de conduire le vote a eu du fil à retordre sous le poids des points d'information. Au bout de 2 heures de discussion, les violences semblent accordées et le poste de président discuté entre Alex Ndinga et Jean-François Kando lors d'un vote où finalement le président du PCAP est battu avec 44 voix d'écart. Jean-François Kando, ce sont 4 voix. Alex Ndinga, 20 voix. Après quelques formalités d'usage, les premiers mots du nouveau maire de Pointe-Noire. Désormais vêtu de la charge de gestion au plus haut sommet de notre ville, je me tiens devant vous pour nouer avec vous un contrat, le contrat de confiance réciproque. L'équipe municipale dont j'ai la lourde mission de diriger, désormais, aura pour leitmotiv la préservation de la paix, de la concorde et de la stabilité afin que Pointe-Noire continue toujours à mériter son appellation de havre de paix. Il nous faut créer les conditions d'un dialogue fécond à travers les concertations avec les différentes forces vives résidant à Pointe-Noire afin de consolider le sentiment du vivre ensemble collectif entre les citoyens de notre ville, puissant vecteur de cohésion sociale et de préservation de la concorde citoyenne. C'est un homme engagé et déterminé que Jean-François Kando compte affronter les 5 années à la tête du conseil municipal de Pointe-Noire.
La mort a encore frappé le groupe d'RTV. Séverin Zozi, caméraman émérite, s'en est allé dans la nuit du mercredi au jeudi. Ce qui, logiquement, attriste ses collègues ainsi que l'ensemble de la corporation. Mais qui était l'homme? Réponse dans ce reportage de Guy-Francis Locoms. Le groupe d'RTV encore amputé d'un de ses membres. Séverin Zozi, opérateur de prise de vue à DRTV Pointe-Noire depuis février 2008, a tiré sa révérence de suite d'une maladie le jeudi 24 août 2017 à 1h du matin à l'hôpital régional des armées. Son décès, qui intervient la même année que celui de Pachel Vis-à-Vis, a surpris ses confrères. Séverin Zozi, encore appelé Swen ou Dalai Lama par ses proches, a beaucoup évolué sur le plan professionnel. Simple caméraman au départ, Séverin Zozi, gagné par la passion du journalisme, s'accroche à la rédaction où il apprend l'écriture journalistique aux côtés des plus outillés. Avec un peu de volonté, il proposait parfois des papiers sport, son domaine de prédilection. Progressivement, il parvient à monter ces images pour alléger parfois le travail des monteurs vidéo professionnels. Des compétences que les médias chauds ont besoin aujourd'hui. Le décès de cet homme qui était prêt à tout faire est ressenti comme un vide dans son organe de presse. Séverin Zozi, c'est un reporter caméraman avec qui j'ai travaillé il y a plusieurs années, peut-être près de 10 ans dans le métier. Et sa mort, c'est une grande perte dans la grande famille des médias. Et aujourd'hui, je garde de lui de très bons souvenirs d'un homme très battant, un homme persévérant, un homme d'objectif dans son travail et un véritable maillon de la chaîne des médias. Il a commencé en tant que preneur de vue et il s'est forgé une place dans le rayon des monteurs et au finish, il a fini par devenir un JRI, un journaliste, reporter d'images. Et c'est une très grande perte pour la grande famille des médias et surtout pour la chaîne digitale radio-télévision DRTV. Et Séverin, c'était un jeune caméraman que nous avons reçu en 2008 et que nous avons forgé dans la formation. Et il est venu en tant que caméraman, je garde un bon souvenir de lui. De la caméra, il est passé à la rédaction parce que nous avons quand même fait des efforts au service de la rédaction, de l'appuyer pour lui montrer les techniques de rédaction d'un papier journal. Et il a fait. Il avait une passion pour le sport. Et chaque fois qu'on l'envoyait au stade pour aller filmer les matchs, pour aller faire les reportages sur les compétitions sportives, il nous amenait des images qu'il fallait parce que non seulement il avait la passion, mais il voulait bien faire aussi. Et en voulant bien faire, chaque fois qu'il faisait une proposition d'écrit, nous corrigions. Et à la dernière étape qui restait à Séverin Zozi, c'était la mise en bouche de ces papiers parce que je me disais que je devais prendre au moins un temps avec la rédaction pour faire à ce qu'il s'imprègne un peu du rendu. Malheureusement, on n'a pas pu atteindre cette heure-là. Séverin est parti avant. Plein de chaleur, il voulait bien rester à côté des autres et plein d'ambition aussi, mais la mort encore elle a frappé et c'est tout le regret que nous avons avec tout le personnel de DRTV. Et nous demandons toujours au Seigneur de nous garder et nous demandons aussi aux autres qui sont les autres médias de nous assister comme d'habitude pour que nous puissions passer cet événement malheureux et dans des conditions qu'il faut pour que nous accompagnions notre confrère jusqu'à sa dernière demeure dans des conditions idéales. Autre qualité reconnue en lui, le social.
Séverin Nzuzi était très actif aux côtés de ses confrères. Membre du club des amis caméramens, savait mobiliser les autres. Ici, en janvier 2017, il prend activement part aux obsèques de Pachel. Séverin est passé par TPT avant de terminer sa carrière et sa vie à DRTV Pointe-Noire. Voilà, il m'appelait Naya Mounene et moi je l'appelais souvent Soen, des initiales de ses deux prénoms et son nom qui était Nzuzi. Parlons de l'ère Bouiti-Viodo pour refermer ce journal. Donc après 15 années à la tête de notre ville de Pointe-Noire, le passage de cet homme a forcément laissé des impacts. C'est ce que nous relate dans ce reportage Jean-Pierre Février qui a souvent côtoyé l'homme. Des croisés temps modernes, protecteurs de l'environnement dans une optique de développement durable. Quand se referme la page Viodo, le 24 août 2017, à la tête du bureau exécutif du conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, après 15 ans de législature remarquable, les citoyens lucides peuvent féliciter et garder le souvenir de reconnaissance de ce technicien urbain, silencieux, habile et stratège. En 15 ans de législature, il a su gagner et convaincre les cœurs des citoyens en changeant le visage de la ville par ses initiatives de proximité allant du centre-ville aux périphéries de Pointe-Noire. À son actif, Roland Bouiti-Viodo a fait et se laissera dire du contenu de son travail effectué pour revaloriser l'histoire de la ville de Pointe-Noire. Tout le monde est convaincu de l'œuvre de ce bâtisseur efficient qui retient l'attention de l'observateur du fait urbain. L'esquisse donnée à la nouvelle configuration du centre-ville avec le bitumage de la quasi-totalité des avenues et rues de ce quartier résidentiel. Réhabilitation constatée des ronds-points Joseph Poibou, Raphaël Antonetti, Jean-Félix Chikaya de la gendarmerie et le dernier fleuron du monument de 15 mètres en érection sur la place de la République. La salutaire opération d'adressage des boulevards, avenues, rues, d'arrondissements et des quartiers, une véritable boussole du chauffeur du taxi, du touriste en séjour dans l'ancienne capitale du Moyen Congo. L'extension des kilomètres des voiries urbaines, Ampaka, Vungu, avenue de la Liberté, Maurice Moutou Sumbu, boulevard Alfred Raoul et de la ceinture de Mvumvu, autant d'ouvrages dédiés à l'action municipale de Roland Bouiti-Viodo qui a travaillé dans l'harmonie du cœur et de la tête en laissant aux Ponténégrins l'héritage d'une ville émergente accompagnant une alternance dans la continuité. Mes impressions dans ce qu'il a fait sont très bonnes. Parce que là il n'y a plus de tracasseries sur des routes. Il y avait des routes qui étaient un peu mauvaises. Cette fois-ci, il a arrangé, il a acheté, il a fait un peu partout, centre-ville comme à la cité. Autrefois, les gens avaient des difficultés, on refusait d'amener les gens dans certains quartiers, dans certains endroits, mais cette fois-ci, nous les emmenons facilement. Et nous n'avons pas de problème avec le transport, avec la voiture. Si toutes les œuvres humaines sont imparfaites, Roland Bouiti-Viodo, en tout cas, aurait donné sa touche de nationaliste émérite. C'est par ce reportage bilan que je referme ce journal que je dédie entièrement à Soen. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Rendez-vous pris pour le dimanche prochain.